Alors, mesdames et messieurs, j'aimerais appeler trois personnes que vous avez vues dans le film et qui vont venir nous rejoindre sur scène. Avec nous ce soir, Orlando Menegali, Dan Whiting et Aurélien Demouret. On vous attend ici pour débriefer, répondre aux questions de notre public. Est-ce que vous êtes équipés de micros? Parce qu'évidemment, sans micro, ça n'ira pas. Super, on a des micros mains. Et puis, peut-être pour être un peu plus confortable, on va faire un peu de déménagement, car je pense que ce sera plus agréable d'être ici autour de la table avec vous. Bonsoir Orlando, bonsoir Dan, bonsoir Aurélien. On vous connaît donc déjà. J'aimerais vous poser peut-être une première question un petit peu pour casser la glace. Alors on a vu Carandache, une entreprise quand même de presque 300 personnes. Vous êtes à la tête d'entreprises un peu plus petites. Est-ce que vous pensez que ce modèle altruiste, il est accessible pour des petites entreprises, plus difficile quand on passe à des formats un peu plus grands? Dan Whiting, qu'est-ce que vous en pensez? C'est moi qui commence. Je pense que non, je pense que c'est plutôt au contraire, qu'on est plus petit, on est plus libre, parce qu'on n'a pas moins de contraintes à faire qu'on est grand. Je pense que c'est Canada, je pense que beaucoup plus juridique, beaucoup plus de difficultés que nous, qu'on est 20, 30 employés, et de pouvoir en fait plus pâtir avec le trip en fait, avec ce qu'on sent, parce qu'il n'y a pas de contraintes financières, il n'y a pas de contraintes de board, il n'y a pas de contraintes des investisseurs, et là, dans ces cas-là, on fait ce qu'on pense que c'est juste. Orlando Menegali? Moi, je partage l'avis de Dan. Je pense que nous, on est une société familiale, on est deux frères, on a succédé à une maman. Le côté de l'entreprise familiale, je pense que c'est un atout, et aussi le côté du bon sens qui est revenu plusieurs fois dans la présentation d'Isaac ou dans les films. Je pense que ça colle très bien aux entreprises de petite taille et de surcroît aux entreprises familiales. Aurélien Demouret, quand vous aurez grandi et que vous serez 200, est-ce que ce sera encore possible de répondre aux critères? Les startups, c'est quand même des entreprises un peu spéciales. On dépend assez vite d'investisseurs externes, donc on perd cette indépendance dont tu parlais tout à l'heure. Et puis c'est là que le challenge est de s'entourer des bons investisseurs. Notre investisseur principal est un investisseur français dont la durabilité, en partie avec nous, grâce à nous, et voilà, c'est quelque chose qui s'est construit, mais ils ne partaient pas de zéro, c'était quelque chose qu'ils avaient en vue, mais maintenant ils imposent à toutes leurs participations, imposent, c'est peut-être un mot un peu fort, mais disons qu'ils encouragent toutes leurs participations, toutes les entreprises dans lesquelles ils investissent, d'avoir ce regard altruiste, d'avoir c'est pour ça aussi qu'on a fait la certification B Corp, dont Jonathan va parler tout à l'heure, mais d'aller dans ce sens-là. Donc, nous, en tant que start-up, on dépend de nos investisseurs aussi, donc on a une certaine contrainte, peut-être un petit peu, on est un peu plus contraint. Donc, je peux imaginer, c'est là que je vous rejoins, que des plus grandes entreprises ont des contraintes aussi liées à leurs propriétaires qui sont peut-être plus fortes que des petites entreprises comme nous. Alors, vous êtes certifié B Corp, Dan Whiting, Babouk aussi, hein? Et puis, Orlando, est-ce que vous êtes certifié? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que c'est une démarche que vous pourriez entreprendre? On y réfléchit. On a même participé à un séminaire avec des étudiants d'HEC qui sont venus un petit peu voir notre entreprise. Leur rapport, malheureusement, était assez mauvais par rapport aux critères de B Corp. Et une des raisons principales qui coûte cher chez B Corp, c'est que nous sommes 12 employés, 11 mâles, parce que dans la logistique, aller trouver des dames qui sont d'accord d'aller livrer du sel à neige ou des produits lourds, très très compliqué. Donc c'est un des points, mais on a déjà réfléchi à la question et on y pense. Très bien. Merci beaucoup pour cette réponse Je te rassure, on a les mêmes challenges dans le monde des ingénieurs, on galère aussi. Alors vous avez vu ma collègue dans le film, mais on galère aussi pour cette question de recruter des femmes dans des entreprises technologiques, on galère aussi. Donc on pousse, mais on galère aussi.
Très bien, mesdames et messieurs, je suis sûre que vous avez des questions à poser à nos 3 intervenants, remarques, propositions, suggestions. Nous avons certainement un micro qui est prêt à voyager auprès de vous pour vos interventions. Y a-t-il une première main qui se lève ? Je peux faire le micro qui se balade si vous voulez. Peut-être que moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir si vous pensez que ces entreprises, les 4 entreprises que vous avez vues ce soir, présentées dans ce film, correspondent au modèle, à la définition expliquée par Isaac Getz. Ou est-ce que, monsieur Getz, est-ce que dans les 4 entreprises que vous avez vues dans le film, est-ce que vous pensez qu'elles correspondent au label altruiste, selon vous, ou pas ? Alors, ça, c'est la question pour Jonathan, c'est pas pour moi. Hein. Bon, on parle pas de certification. La certification, label, c'est effectivement... Non, philosophiquement parlant, alors évidemment, je dois aller à l'intérieur et voir en tant que chercheur. Hein, donc, je connais très bien M. Menengai, mais je ne suis jamais allé dans son entreprise. Voilà. Mais effectivement, ce que j'ai vu de sa part, par exemple, ce que disent les clients sur eux. La façon dont eux, ils ont construit... vous savez, les clients, c'est un peu comme des enfants. Le faux, ils le voient à 1 kilomètre. Les gens qui font le service, mais vous savez, c'est toujours très comme ça, c'est-à-dire jusqu'à, voilà, c'est pas dans le contrat, c'est un peu, donc là, on a dépassé le temps, etc. Et donc, quand il y a un client qui dit, eux, ils sont toujours là, et si on a un petit pépin, et c'est là, donc ils sont toujours disponibles, ils ne les comptent pas, leur temps, ils ne comptent pas. Et parfois, dans ces actions-là, il sait pertinemment que l'entreprise ne gagne pas, parce que si vous avez passé 1 heure, 2 heures plutôt que 15 minutes assis sur le client, vous perdez sur cette transaction. Mais en tout cas, donc ça, j'ai vu. Les concierges sont contents, parce voilà, qu'on sont les chouchoutes, on s'occupe et d'eux, on fait des tutoriels. Absolument. Les acheteurs, les consommateurs de chaussures sont voilà, des consommateurs heureux. Et puis vos clients, ce sont les agriculteurs. Donc vous entrez complètement dans ce modèle-là. Le côté sur l'agriculteur, c'est parce qu'on a étudié dans le livre pas mal d'entreprises qui travaillent vers le monde de l'agriculture. C'est spectaculaire hein, ce qu'on peut faire quand on s'inscrit dans une relation authentique avec des agriculteurs et qu'ils ont un sentiment que les entreprises, effectivement, ils sont là pour être à leur service dans leur métier, qui ne les juge pas et qui les aide à progresser, ils deviennent de bonne volonté, etc. Donc il y a dans cette démarche-là, j'ai aimé beaucoup cette dernière phrase de votre collaboratrice, j'apporte mon petit changement dans ce grand monde. Voilà, donc, et c'est qu'on voit aussi, je termine, parce que j'ai déjà fait ma conférence, vous avez compris. Hein, oui, très bien. J'ai déjà travaillé. On a justement une question dans la salle, très volontiers. Oui, alors, très intéressant cette documentation, mais ça me laisse un peu sceptique. Alors, aussi bien vis-à-vis de ce qu'a dit Isaac que ce qu'ont dit nos 3 comparses. Parce qu'il y a des années qu'on parle de CRM, il faut s'occuper du client, et si vous vous occupez bien du client, il vous le rendra. Ça fait des années qu'on parle d'un truc qui s'appelle de Service Profit Chain, où on dit, si vous soignez vos employés, ils vous le rendront au centuple. Ça fait des années qu'on parle d'écologie, effectivement, Isaac, tu as rappelé la responsabilité sociale. Donc, en fait, la grande différence que je comprends, moi, avec les entreprises altruistes, c'est que les entreprises altruistes n'ont plus le profit comme critère principal. C'est même plus un critère de gestion, c'est autre chose. Alors, moi, j'aimerais bien questionner nos 3 interlocuteurs qui nous disent qu'ils font des choses très bien pour les employés, très bien pour les consommateurs, très bien pour l'environnement, mais profondément, est-ce que vous pouvez témoigner vous-même, sur la Bible, dirait Trump, est-ce que vous pouvez témoigner que vous n'avez plus le profit en tant qu'actionnaire comme critère ? Très bonne question. On va leur demander la main sur le cœur. Oui, si le profit n'est pas l'objectif. Il y a toujours un doute que ce soit du green washing, du customer washing et du employee washing. Merci pour cette question. Alors, je prends la parole. De notre côté, peut-être juste donner un peu un feedback ou un peu, quand on a créé la société, on avait beaucoup la question, est-ce qu'on cherche des investisseurs ? Et c'était, vu que je venais du grand monde, j'ai dit bien sûr, investisseurs, vite, beaucoup d'argent, etc. On a investi tout notre argent personnel dans cette société. On n'a jamais accepté aucun investisseur parce qu'on a
où on n'a pas trouvé, je ne sais pas pour quelle raison. On a toujours payé nos salariés d'abord, nous comme fondateurs, jamais. On gagnait jusqu'à l'année passée des salaires moins qu'une femme de ménage. C'est à partir de il y a 2 ans qu'on a réussi à faire le déclic et on a réussi de partir. Et c'est toujours resté un peu dans nos DNA. On a du plaisir ce qu'on fait. Moi, je ne pense jamais à qui est mon client. Je suis un peu têtu. J'ai envie que je fais quelque chose qui fait du sens. On a une personne en finance qui, elle, regarde que les finances. Clairement, ça, c'est son objectif. Mon point de vue, c'est d'avancer, être créatif et ramener quelque chose de différent que d'autres marques le font. Et on a, ce que je peux jurer sur la Bible, c'est qu'on est un peu bipolaire, si on veut, entre moi et la finance, parce que je pars dans une direction et l'autre. Et là, je pense que je me ressens un peu dans cette démarche qu'on n'a pas ça comme une vision globale, mais on a ça comme... Pardon, on a des bipolarités, mais pas en train de penser comme c'était présenté comme une totale. On n'a pas cette démarche-là. Mais au sein de la société, vu qu'on a chacun à son pôle, en fait, chacun a sa liberté de faire ce qu'il pense que c'est juste. Très bien, merci pour cette réponse. Orlando Menegali, puisque vous avez le micro, est-ce que vous pouvez jurer ce soir que le profit n'est pas de votre objectif prioritaire? Je vais dire à Bernard que chez nous, la situation a évolué. Nous, on est société de distribution, on n'avait pas d'objectifs au départ particulièrement sociaux, on est plutôt parti dans l'environnement. Mais il fallait, en deuxième génération, Succession Famille, faire ses preuves. Donc c'était le profit. C'était la mise sous pression personnelle, la mise sous pression de ses collaborateurs. Ça a duré un certain nombre d'années avant d'être un peu plus, je dirais, libéré. Je parle vraiment très personnellement. Et de voir que le profit, que la situation financière fonctionne et qu'on pouvait partir dans d'autres registres, dont celui de se faire plaisir. Et je pense que c'est aussi lié à la confiance. On n'a pas forcément confiance en début de carrière, cette confiance, on la gagne. Et comme disait Isaac, une fois qu'on a confiance, on peut mieux transmettre cette confiance, donner confiance à ses collaborateurs, qui la répercutent chez les clients. Et puis on se rend compte en finalité que les affaires vont tout aussi bien, voire mieux, qu'on vit mieux, que les collaborateurs également automatiquement ont pris ce moule. Et puis, voilà, je dirais que, pour résumer, ça a évolué, ça a changé. Merci pour ce témoignage très sincère. Aurélien Dormoret. Ouais, on revient à la contrainte que j'ai dite avant. On a un but idéal, et ça vient de nous, fondateurs, c'est une culture d'entreprise aussi qu'on transmet. Mais après, on a certaines contraintes sur lesquelles... Malheureusement, quand on est financé quand on appartient à d'autres personnes, il faut que tout le monde rentre à bord. Vous avez compris que certains investisseurs rentrent, on a d'autres qui rentrent moins dans la logique, donc nous, on doit un peu balancer ça. Donc là, je suis d'accord avec Bernard, moi je peux un petit peu moins mettre la main sur la Bible, jurer. Mais c'est une démarche, moi ça m'a pas mal challengé ce que vous avez dit. C'est une démarche dans laquelle on veut rentrer toujours plus, et puis il y a peut-être un petit peu un travail d'évangélisation qu'on doit faire auprès de nos investisseurs, des autres investisseurs pour qu'ils rentrent aussi dans cette démarche. Mais c'est vrai que pour nous, c'est un petit peu plus challengeant à ce niveau. Très bien, je vous remercie beaucoup. Merci à tous les trois. J'aimerais aussi vous préciser que Carole Hübscher était invitée ce soir à venir nous rejoindre, mais elle était retenue par le nouveau projet d'architecture, le concours d'architecture que Carandache a lancé pour une nouvelle usine à Genève. Donc c'était malheureusement une priorité professionnelle pour elle.